Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir un grand chef étoilé. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en plus d'être un grand chef, vous avez écrit ce livre qui s'appelle L'assiette santé, coécrit avec le docteur Alexandra Dallu. C'est aux éditions Flammarion. Et évidemment, on va en parler. Mais d'abord, on l'a vu, le gouvernement a présenté hier des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation majeure des Français en ce moment. Est-ce que ces difficultés de pouvoir d'achat, Thierry Marx, elles ont un impact sur notre manière de manger, sur notre manière de bien manger? Hélas oui, parce que effectivement, il y a des personnes qui sont à l'euro près le 10 du mois, et on l'entend, mais je pense qu'il ne faut pas faire peser sur l'alimentation cette problématique du pouvoir d'achat. Il faut aller chercher d'autres pistes, et j'ai vu que le gouvernement s'était impliqué à chercher d'autres pistes, parce qu'effectivement, c'est tellement tendu au travers de l'alimentation. Si on baisse encore les prix de l'alimentation, évidemment, on rentre encore plus dans une alimentation à deux vitesses, et cette théorie du low cost autour de l'alimentation, c'est une théorie du renoncement qui n'est pas bonne pour nos agriculteurs, mais qui n'est pas non plus bonne pour le citoyen et la santé du citoyen. Il y a un renoncement des politiques en général, sans cibler telle ou telle partie, des politiques à s'occuper, à se préoccuper de cette question du bien manger, d'une alimentation de bonne qualité pour vous? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on observe ça depuis de nombreuses années. Quand vous regardez les années 70, par exemple, avec cette théorie du low cost, du tout pas cher, et finalement on a écraser les marges de l'agriculteur, et finalement en laissant croire que cette théorie du low cost, cette théorie du renoncement, finalement améliorait la vie de nos concitoyens. Bien au contraire, elle a oxydé notre agriculture, elle a oxydé notre industrie, et elle a fini par oxyder notre santé. Et je pense qu'on rentre en plein maintenant dans une alimentation à deux vitesses, et ça c'est pas bien, parce qu'on avait déjà la fracture sociale, ce qui est horrible, et il faut vraiment travailler sur cette fracture sociale. Mais aujourd'hui, de faire une alimentation pour les gens qui vont bien et qui peuvent consommer dans des circuits courts et avec un prix, une valeur un peu plus élevée, et puis il reste aux personnes les plus modestes une alimentation de seconde zone, de produits plutôt industrialisés et de mauvaise qualité. Et elle est là, cette fracture aujourd'hui, entre ceux qui peuvent bien manger et ceux qui ne peuvent plus se le permettre? Bien sûr, cette fracture, elle est mesurable. En plus, depuis les années 70, on voit bien que toutes les pathologies liées à l'alimentation sont liées à la mauvaise alimentation. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il faut travailler, mais pas travailler simplement sur un quinquennat, je dirais. Il faut vraiment projeter ça sur 10, 15 ans pour redresser la barre de notre souveraineté alimentaire, mais aussi l'amélioration d'un modèle unique et qualitatif et sain de notre alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, pour bien manger, il faut forcément y mettre le prix? Ou est-ce qu'on peut bien manger à des prix qui sont relativement raisonnables? Alors, je vais faire une réponse un petit peu de Normand en deux phases. Oui, il faut dépenser un petit peu plus. Donc il faut permettre à des personnes de leur libérer un peu ce pouvoir d'achat pour mettre un peu plus, pour que l'agriculteur, lui, puisse d'abord être rémunéré à sa juste valeur, et puis qu'il puisse continuer à faire cette transition écologique dans de bonnes conditions. Donc il faut vraiment travailler. Mais oui, il faut y mettre un peu plus d'argent, mais il faut libérer un peu de pouvoir d'achat. Tous les moyens sont bons à explorer pour libérer du pouvoir d'achat, mais faire comprendre ce que c'est que d'être mangeur, pas d'être simplement consommateurs. Et ça, je pense qu'il y a le monde associatif, notamment je vois des gens comme Bleu Blanc Cœur, par exemple, qui sont beaucoup impliqués sur la filière agricole depuis 20 ans. Mais donc ça veut dire que c'est un travail d'éducation auprès des Français aussi. Alors, vous avez parfaitement raison. Moi, je pense qu'il faut aller chercher de l'argent. Il faut taxer des produits qui ne sont pas sains. Mais vraiment les taxer. D'abord, c'est un vrai sujet. Et puis, avec cet argent, eh bien, pouvoir permettre de remettre au cœur du dispositif scolaire la formation à la cuisine. Je prêche un peu pour ma paroisse. Dès l'école, dès la petite école. C'est-à-dire que c'est quoi le mangeur de demain? C'est-à-dire qu'il va falloir lui apprendre à reconnaître les produits, la qualité d'un produit. La valeur d'un produit, c'est pas son prix. La valeur est ailleurs. Donc il faut qu'on comprenne ces mécanismes-là pour pas tomber dans cette surconsommation qui nous a totalement piégés depuis une quarantaine d'années. Justement, le gouvernement avait proposé, je dis avait parce que pour le moment c'est un peu enterré, un chèque alimentation qui était destiné à acheter des produits bio, des produits en circuit court, et à aider les Français sur cette question du pouvoir d'achat. Cette mesure, pour le moment, elle est reportée. Vous le regrettez? Je le regrette, oui. Et je le regrette pour deux raisons. Parce que il faut vraiment permettre aux personnes d'acheter mieux et de meilleure qualité. La force du commerce, c'est ça. C'est un produit sain et marchand. C'est ça la force. Or qu'il y a, pour des gens qui sont les plus modestes, il y a souvent des produits qui ne sont pas sains, ni pour leur consommation, ni pour leur santé. Et qui sont ceux qui sont à bas prix. Voilà. Et puis le bio, eh bien, le bio, merci au bio. Merci au bio des années 70, des années 80, de ces personnalités qui ont mené des combats pour sauver des semences, pour faire réfléchir sur la qualité des sols, le bien-être animal. Mais aujourd'hui, il faut dépasser
cette idée du bio. Il faut aller plus loin, il faut faire un produit sain pour tout le monde. Ça veut dire que l'injonction à manger bio, ça n'a plus de sens aujourd'hui? Pour moi, elle n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'il faut refaire un bon produit. C'est quoi un bon produit? Un bon produit, c'est de mesurer son impact social et son impact environnemental. Et c'est ça qu'il faut faire pour valoriser le mieux manger. Et le mieux manger, comment on mesure ça, l'impact social, l'impact environnemental? Ça se mesure. Vous savez, les agriculteurs ont des unités de mesure, qualité des sols. Je vais revenir à l'idée de Bleu Blanc Cœur, mais qualité des sols, sans intrants évidemment, qualité des herbages, bien-être animal et égale santé globale. C'est ça que reconnaît l'OMS aujourd'hui. Et ça c'est un combat à mener. Ils ne sont plus raisonnés en proportion de produits bio pour vous. Bien sûr. Et on parle d'agriculture biologique, ce qui est encore le cas, hein, notamment dans les politiques publiques. Pour vous, ça, c'est daté? C'est daté complètement. Il faut repartir sur l'idée de ce qu'est un bon produit, son impact social, son impact environnemental, aider l'agriculteur et mesurer les coûts de production de l'agriculteur. Quand vous faites les 1000 litres de lait à 460 €, c'est 46 centimes pour l'agriculteur. Si vous lui écrasez encore ses marges avec des ristournes, il ne peut plus rien faire. Si on mesure les 100 000 exploitations qui se sont perdues en 10 ans, donc il faut, si on veut parler de souveraineté alimentaire, il va falloir vraiment qu'on ait un plan Marshall sur 10 ans pour notre alimentation. Est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui pour vous, cette souveraineté alimentaire et l'indépendance alimentaire de la France, elle est menacée? Ah oui, complètement, oui. Donc elle est menacée et puis c'est pas nouveau. Donc on peut inverser les choses. Je crois que c'est un collectif qui doit mener tout ça. C'est plutôt le monde associatif pour aider le monde politique à peut-être mieux réguler. Donc plus que les politiques, plus que le ministre de l'Agriculture à l'heure actuelle, par exemple. Pour vous, ça doit être un collectif associatif. Bien sûr, parce que d'abord ça ne tient pas qu'au ministère de l'Agriculture. Il y a l'Éducation nationale, la jeunesse et les sports, et il y a le ministère de la Santé. C'est ces 3 ou 4 grands ministères qui doivent, et Bercy bien évidemment, qui doivent travailler sur la régulation de tout ça. Mais à un moment donné, d'écouter un petit peu toutes les associations qui se mettent en mouvement depuis des dizaines d'années sur le mieux manger et surtout ce qu'est un bon produit, sa valeur. Vous parliez justement des agriculteurs qui sont évidemment les piliers de tout ça, de leur rémunération. Il y a eu la loi Egalim qui était censée rééquilibrer justement les relations entre ces agriculteurs et la grande distribution. Elle a marché pour vous? C'était une légère avancée, mais quand vous dites 50% de produits sains, ça laisse la place à 50% de produits qui sont quand même de seconde, voire de troisième zone, voire mauvais pour la santé de nos concitoyens. Non, il faut 100% de produits sains. Alors, je sais bien qu'on ne fait pas ça dans un claquement de doigts, qu'il faut, avec le monde agricole, travailler dans ce sens-là, et puis remettre les enjeux au cœur, parce que le coût de la santé sur une mauvaise alimentation, il est extrêmement dur pour les finances publiques. Mais sur les agriculteurs aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, on voit, il y a évidemment encore un problème avec la rémunération, mais la responsabilité de qui? Est-ce que c'est la grande distribution qui ne joue pas le jeu? Est-ce qu'il faut aussi arrêter, vous le disiez un peu, ces promotions dans l'alimentaire? Il en avait été encore question de la part du gouvernement il y a quelques jours, d'augmenter à 50% le prix des promotions alimentaires. Ça, c'est pas bon pour vous? Ah non, c'est pas bon du tout. Et puis Bercy a tiré le frein à main au bon moment. Je pense de dire non, pas de 50%, pas de 30%, parce que là, on écrase encore plus les marges de l'agriculteur et c'est mortifère. Et puis, il faut que ce pays considère que l'alimentation, c'est pas un autre produit, c'est pas du textile, c'est pas du jouet. Regardez, les jouets, c'est 85% de production à l'extérieur de l'Hexagone. En gros, c'est l'Asie qui nous produit nos jouets. Alors, ils sont pas chers, ils sont low cost. Cette théorie du renoncement, de cette économie du renoncement qui a été l'économie du low cost, en laissant croire avec une certaine je dirais, malveillance et démagogie, bien sûr, malveillance, que le low cost était fait pour aider les pauvres, les plus modestes. Mais non, ça a oxydé toute une chaîne de notre société. Et aujourd'hui, il faut inverser et repartir vers une économie de la qualité et trouver des pouvoirs d'achat, le moyen de donner du pouvoir d'achat. Regardez, on a parlé, j'ai entendu le gouvernement parler de ça, sur le logement, évidemment. Le coût du logement a augmenté. On dit que le coût de l'alimentation a baissé. Non, il a baissé en termes d'argent, mais il n'a pas baissé en termes de volume. Et on s'est empressé de faire rentrer beaucoup de produits industriels dans l'alimentation de nos concitoyens. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont extrêmement toxiques et il y a une inégalité extrêmement forte entre les personnes qui peuvent manger correctement et ceux qui se contentent de pouvoir manger des produits sursucrés, sursalés et ultra transformés. Vous qui travaillez évidemment beaucoup avec ces agriculteurs qui ont rencontré beaucoup, dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui? Ils sont combatifs.
pas oublier que l'agriculteur, il parle peu, c'est plutôt des gens qui sont extrêmement discrets, mais ils ont progressé sur l'idée du bon produit. Et sans qu'on leur donne de leçons, bien souvent on leur parle de cahier des charges. Mais il faut aussi parler de cahier de valeur et se dire, est-ce qu'il y a une valeur pour l'agriculteur quand il s'engage dans une filière plutôt dans de produits sains, et comment on va le rémunérer sur la valeur, et comment on va le rémunérer aussi autrement, c'est-à-dire que de le rémunérer dans son impact environnemental et dans son impact social, et de l'aider à faire cette transition. Est-ce qu'il faut aussi des politiques qui sont peut-être plus de long terme? Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques publiques en matière d'agriculture, elles sont trop court-termistes? Mais je n'ai pas l'impression que ce soit uniquement en termes d'agriculture ou en termes d'alimentation. Je veux dire que c'est court-termiste parce que c'est lié à des mandats. C'est pour ça que je vous parle du monde associatif. Moi, je ne m'intéresse pas spécialement au monde politique, mais parce que c'est toujours de la rhétorique de plateau. Vous opposez des contraires. Les riches ne sont pas des gens bien et les pauvres sont... Moi, je pense que toutes les personnes sont bonnes à écouter, c'est-à-dire que ce soit la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, le monde de l'agriculture, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher des coupables, il faut trouver des solutions. Et effectivement, les solutions, elles ne se font pas sur un mandat extrêmement court, qui est un quinquennat, où il faut vraiment projeter vraiment très largement, sur de nombreuses années, notre transition. Et c'est là où je crois vraiment à l'impact fort du monde associatif. Pendant un moment, l'une des solutions envisagées, ça a été les circuits courts, la promotion des circuits courts. Ça a semblé en tout cas avoir la cote pendant le Covid. Aujourd'hui, ça semble décliner. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est compliqué pour les Français? Est-ce que c'est compliqué aussi pour les agriculteurs à gérer parce que ça leur demande de faire plusieurs métiers en un? Bien sûr, c'est difficile pour tout le monde. Donc encore une fois, c'est sur le long terme qu'on va trouver les solutions sur le circuit court. Il faut aider l'agriculteur. C'est l'agriculteur, lui, il est dans cette démarche de s'occuper de son exploitation. Il n'est pas logisticien, il n'est pas forcément bon vendeur, c'est pas un VRP. Donc il faut vraiment remettre ça en compétence, mutualiser les choses pour qu'on retrouve. Mais l'idée du circuit court est une bonne idée et on voit qu'elle continue à fonctionner, y compris pour des publics des fois les plus modestes. Moi je vois, on a paysans urbains par exemple dans le 20e arrondissement de Paris, où on voit bien que la population est sensibilisée à ce type de circuit court, parce qu'il y a une discipline par le porte-monnaie, il y a une discipline par l'économie qui se fait. Vous savez, les gens ne sont pas idiots. Quand ils s'aperçoivent qu'ils mangent mieux, ils vont mieux dans leur vie, leur santé est protégée, et qu'en même temps il leur reste de l'argent à la fin du mois, ça ils le comprennent assez facilement. Moi j'ai fait partie de ces publics qui regardaient au milieu du mois comment on pouvait consommer au mieux. Et c'est là où il faut arrêter avec cette indécence que peut représenter le low cost. Il faut vraiment avoir cet esprit combatif pour aller vers l'économie de la qualité, mesurer l'impact social et l'impact environnemental de nos achats. Et justement, puisque vous parlez d'impact environnemental, ça fait aussi partie de vos combats, notamment sur la question de l'eau. Et vous luttez beaucoup contre le gaspillage de l'eau, notamment en cuisine. Bien sûr. C'était qu'il y a un sujet, quand on travaille avec le Centre français d'innovation culinaire qui est à Paris-Saclay, quelle gastronomie pour demain, quelle cuisine pour demain, quelle alimentation pour demain. L'enjeu de l'eau est majeur, c'est un ingrédient majeur de nos vies, donc il faut apprendre à consommer cette eau dans les meilleures conditions possibles. Donc effectivement, dans nos restaurants, on a mis en place un certain nombre de choses dans la qualité environnementale. Donc la partie de l'eau est majeure, et cette consommation de l'eau, nous y faisons particulièrement attention, mais c'est un combat très large à mener. Il y a un gaspillage de l'eau sur notre planète. Je ne parle pas que de la France, parce que la France est des fois quand même assez vertueuse dans l'impact environnemental. Mais je peux vous garantir que certains pays, l'eau est rare, mais elle est hélas quand même gâchée. Parmi vos combats, il y a aussi la formation, d'aider les jeunes, des jeunes sans diplôme, des jeunes chômeurs, des jeunes au RSA à se former. Vous allez fêter cette année les 10 ans de vos formations cuisine mode d'emploi. Quel est le concept? Racontez-nous. Alors, je vais vous parler de cuisine d'emploi. D'abord, je les salue tous parce que Philippe et Véronique Carillon sont des gens formidables et qui m'ont aidé à co-construire l'idée de cuisine mode d'emploi. Cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, les métiers du service, les métiers du sport aussi avec Passeport pour l'emploi, les métiers de l'image avec Média Social Food. C'est presque 6000 personnes formées en 10 ans. C'est 10 établissements maintenant ouverts de façon pérenne en France, sur tout le territoire. C'était de ramener des gens dans un projet, pas dans un emploi. C'est-à-dire que l'emploi, je pense que c'est un peu daté, ça aussi. Est-ce que vous voulez un emploi? Vous venez passer votre vie à 5 ou 6 années dans des minima sociaux. C'est pas d'aller ranger des caddies sur un parking de supermarché qui va vous animer. Donc c'est un projet qu'il vous faut. Et on a permis avec ces écoles de se former extrêmement rapidement à la base de nos métiers, qu'ils soient en cuisine, en boulangerie ou dans les métiers du service, en 12 semaines.
de formation pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi en précarité, ou des personnes qui ont des accidents de vie, qui sont des fois des accidents un petit peu lourds. Eh bien, nous balayons les bases métiers et au bout de 11 semaines, les personnes sont intégrées à l'entreprise et la montée en compétences se fait en entreprise. Comme je le disais, c'est presque 6000 personnes formées, 92% de retour à l'emploi. On est vraiment enthousiaste avec ça. Et maintenant, nous développons un peu plus dans l'entreprise parce qu'il y a des accompagnements qui sont un peu plus longs pour certaines personnes. Et nous allons créer des entreprises à impact social et à impact environnemental dans l'économie sociale, mais dans l'univers du luxe, parce qu'on considère que l'économie de la qualité est une économie extrêmement qualitative pour l'inclusion des personnes qui étaient en difficulté. Qui là aussi est trop négligé. Alors il y a eu des réformes de la formation, des réformes de l'apprentissage. Les choses vont mieux pour vous dans les politiques publiques sur ce plan-là, oui. Où il y a encore beaucoup de travail? Oui, d'ailleurs on peut saluer le travail qui avait été fait par Muriel Pénicaud, on peut saluer le travail qui avait été fait par Elisabeth Borne. Ces deux femmes vraiment ont beaucoup œuvré pour un jeune, une solution aussi. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis pas que les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un petit peu hors des écrans radars dans nos sociétés. Il faut permettre aussi à ces personnes de retrouver l'idée du projet, de regarder au-dessus de la ligne d'horizon, pas simplement de s'enfermer ou de se croire assigné à un échec ou se croire assigné à un quartier ou à une difficulté de vie passagère. On va parler de votre livre, même si on a beaucoup parlé du bien manger. Ça s'appelle L'assiette santé, alimentation, sommeil, sport, bien-être. Pourquoi ce livre? Vous dites que c'est un cri d'alerte sans être alarmiste. Oui, c'est un cri d'alerte qu'on a fait avec le docteur Dalu, qui est né pendant le confinement. On s'était dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Donc on entend parler de régime toutes les 5 minutes. Les régimes, c'est plutôt pour les gens qui vont bien. Et donc avec le docteur Dalu, on a évalué un petit peu de ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour aider des personnes d'abord à décoder un petit peu ces régimes et comment mieux manger. Avec des recettes simples, mais aussi des réflexes simples. Meilleur sommeil, activité physique, même légère, et une assiette plutôt mieux construite. Et on a expérimenté ça pendant le Covid, parce que pendant que nous écrivions ce livre, eh bien, on s'était dit, on va faire 3 fois 10. 10 minutes de réveil musculaire le matin, 10 minutes pour savoir ce qu'on allait manger dans la journée, et 10 minutes pour essayer de chercher quelque chose qui ne nous parlerait pas de la Covid, mais qui nous projeterait dans le monde d'après. Et on a créé ce livre, et c'est vrai que le docteur Dalu m'a beaucoup aidé pour comprendre les mécanismes un petit peu qui font que par moment on mange mal. Manger, c'est se restaurer. Donc quand on restaure un meuble, quand on restaure une maison, c'est pour qu'elle soit plus jolie ou tout le moins aussi jolie qu'elle ne l'a été. Manger, c'est la même chose. Et évidemment, on donne des astuces pour que les plus modestes, des fois, puissent composer leur assiette avec des ingrédients qui sont certes des ingrédients modestes, mais qui leur permettent d'être en bonne santé, parce que on voit bien que, et le docteur Dalu il explique bien, que les taux de diabète, les diabétologues montrent que les taux de diabète sont très élevés en ce moment. On voit bien que depuis les années 70, toutes les maladies modernes, finalement, cancer, maladies cardiovasculaires, sont vraiment liées maintenant à notre mauvaise alimentation, nos mauvais rythmes de vie. Et voilà, c'est un livre simple pour aider des personnes qui veulent remettre en perspective une meilleure qualité. Parce que nous, les cuisiniers, c'est assez bête, hein. Vous savez, la cuisine, c'est plaisir, bien-être, santé. Ça, c'est depuis l'Antiquité grecque. Mais nous pouvons parler de plaisir, de bien-être. On ne pouvait pas parler de santé. Donc, il fallait vraiment s'associer à un médecin, une médecin compétent pour m'aider à mettre ça en place. Et il y a plein de conseils sur l'alimentation, beaucoup d'explications sur les différents types de régimes alimentaires, c'est-à-dire le régime crétois, enfin pas forcément des régimes au sens strict du terme, des conseils de sport, des recettes de Thierry Marx, et ça c'est important. Et puis alors, puisque vous parlez de restaurer, vous dites manger c'est se restaurer, vous racontez aussi votre expérience du jeûne dans ce livre. Racontez-nous. Alors c'est une bonne et une mauvaise expérience. Je le fais encore des jeûnes. Je pensais toujours que ça allait pouvoir me faire mincir ou avoir la silhouette du grand surfeur blond, mais non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et puis au bout de 10 ou 15 ans de jeûne, je parlais avec un moine du mont Koyasan et je lui dis, mais finalement j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Il m'a répondu, ah si, ça sert à savoir si on a faim ou si on a envie de manger. Il a fallu 10 ans pour que... Et la différence est importante. Et finalement, je crois qu'il faut faire des breaks dans nos vies, des breaks numériques, des breaks alimentaires. Et puis,
d'apprendre à s'écouter aussi, à écouter son organisme, dire ce qui est bon pour son organisme. Et je pense que, voilà, un petit break Et vous dites que le jeûne, ça vous a aidé à retrouver le goût aussi. Ah oui, complètement. Alors là, pour le coup, quand vous faites un jeûne entre 5 et 8 jours, eh bien, quand vous commencez à redéguster, le travail sur l'olfaction, sur la dégustation, eh bien, vous êtes beaucoup plus pertinent, beaucoup plus pointu dans votre dégustation. Donc le jeûne est un outil utile pour moi, mais... À condition qu'ils soient encadrés, hein, c'est ce que vous dites aussi. Bien sûr, encadré et surtout ne pas aller chercher là-dedans une perte de poids qui serait illusoire. Un dernier mot sur ce magazine dont vous allez nous parler, oui, ça s'appelle Bon. Oui, c'est un magazine que je fais avec Romain Jubert. Alors je fais partie de ces fous qui investissent personnellement dans la presse écrite, mais je crois à la presse écrite bizarrement. Et on ne va pas vous en blâmer, on va pas vous blâmer, rassurez-vous. Et je voulais simplement donner un petit coup de lumière sur le bon, qu'est-ce que c'est que le bon, et avec Romain on s'est mis ça. Et puis on s'apercevait, et ça c'est un peu la partie de Romain Joubert, de dire, beaucoup de journalistes se sont intéressés au chef, à la recette, à la cuisine, à tout ce qui est mis en lumière de cette gastronomie, mais finalement ne sont restés dans ces cuisines, à la limite presque pour remplacer des chefs, mais se sont plus intéressés à l'alimentation de façon générale, alors que la gastronomie ne pourra s'appuyer que sur une alimentation saine. Donc on travaille sur des articles qui sont plutôt liés à l'alimentation en général. Et c'est vraiment le combat de Bon, de rester très proactif. Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Et de montrer que ça ne se joue pas simplement dans la casserole, ça se joue, il y a beaucoup d'enjeux autour de la casserole. Et c'est à lire. Bon, on voit cette couverture et puis votre livre, L'Assiette Santé, coécrit avec le docteur Alexandra Dalus, est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Thierry. Merci de votre accueil. Merci infiniment d'être venu ce matin nous livrer vos conseils. Et je vous recommande la lecture de ce livre, effectivement, plein de bons conseils et d'astuces. Merci Thierry Marc. Merci.